Retour donc dans Regard croisé pour le dernier round. Nous évoquons les infractions forestières au Togo. Le ministre Dodi Kokoroko met un terme aux pratiques irrégulières constatées sur le terrain. Un rappel à l'ordre sec, comme il a l'habitude de le faire quand il était encore ministre de l'enseignement primaire et secondaire. On remarque qu'il n'a pas changé de cheval de bataille. Et il commence à se faire sentir aux premières heures de sa prise de fonction dans son département ministériel. Non, mais je ne voudrais pas réveiller des susceptibilités, donc je ne ferai pas cet exercice de comparer le rôle ou bien la mission du professeur Dodi Kokoroko, parce qu'il est aujourd'hui dans un ministère assez important également, qui n'est pas négligeable. Un ministère qui attire également les partenariats internationaux. Donc, je ne ferai pas cet exercice de comparaison entre son précédent ministère. Mais je voudrais plutôt m'intéresser à la thématique et chercher à savoir qu'est-ce que c'est une infraction forestière tout d'abord. Okay. J'aurai l'opportunité, mais je voudrais considérer beaucoup plus cette circulaire du 31 octobre et essayer de résumer l'idée essentielle. Cette circulaire du 31 octobre vient en fait remettre le droit au cœur des pratiques des agents des eaux et forêts, et également on peut faire allusion aux conservateurs, aux directeurs préfectoraux dans le prolongement des efforts extraordinaires qui sont menés par l'administration précédente pour rendre nos forêts, parce que quand on parle des infractions forestières, donc ça fait allusion aux forêts, à nos faunes et davantage protégées face aux contrevenants. Maintenant, pour comprendre le sujet, il faut essayer de saisir aussi ce qu'est une infraction forestière. Et dans le contexte, pour mieux comprendre cette circulaire numéro 116. Et une infraction forestière, en fait, ça représente toute violation de la réglementation des lois et plus de la réglementation qui porte sur l'exploitation et la protection des ressources forestières. Il est un constat que, bien que des dispositions des lois soient là, que des arrêtés, que des dispositions législatives soient là, dans la pratique, il y a assez de non-respect de ces lois, de ces réglementations, ce qui cause un préjudice assez grave, non seulement à la nature, non seulement à la société, mais également ne mobilise pas les partenaires internationaux qui doivent investir. Parce que nous parlons de l'environnement, donc nous sommes en route pour la COP au Brésil, où on parlera également de ces effets de changement climatique. Et vous savez, le rôle des forêts dans l'action de changement climatique, dans la végétation. Donc, il y a tout un tout. Maintenant, on peut se demander naïvement, lorsqu'on nous parle aujourd'hui de ces infractions forestières, quelles sont les causes ? Et les causes, il faut savoir que les causes sont de deux ordres. Donc, c'est que les infractions forestières sont une ressource, sont en fait une ressource financière assez considérable. Ce qui voudrait dire que si on gérait bien nos forêts, nos faunes, nous allons engranger pour l'État, disons pour la société, une masse de ressources assez considérable. Mais les causes, l'une des causes également, c'est l'absence de contrôle effectif qui soit mené sur le terrain par les agents en charge de cette protection. Et lorsqu'on parle des causes, logiquement, il faut aller aux conséquences. Maintenant, lorsqu'on est dans le cas de ces infractions forestières, quelles sont les conséquences? Donc, c'est que nos ressources forestières sont exposées, gravement exposées à une phase de dégradation avancée. On n'a pas assez de temps pour faire le développement, mais je voudrais chuter, parce que je vois le pasteur Edo Komi qui est assez brûlant, comme si on était sur un sujet de l'AES, pour dire qu'en fait, il faut, ce rappel à l'ordre vise à redresser
à restaurer l'autorité de l'État, sans complaisance ni amitié, sans infinité, mais dans l'intérêt de la conservation des ressources forestières au profit, pas de nous, mais des générations futures et de la préservation, même s'il a lieu de notre identité culturelle. Donc voilà ce que je peux dire à chaud sur le bénéfice de cette circulaire qui, une fois mise en œuvre avec conscience, avec professionnalisme par les acteurs qui sont concernés, va rehausser l'image du Togo à l'international, mais va faciliter également le vécu quotidien. Alors j'en viens à vous, M. Kossigan. Comment interprétez-vous cette sortie du ministre de l'Environnement, Dodi Kokoroko? Non, il a sonné la fin du glas et donc je pense quand même que ceux qui sont les acteurs concernés, qui sont sur le terrain, que ce soit les eaux et forêts et les officiers de police judiciaire, ils sont aujourd'hui alors concernés pour alors protéger nos forêts qui sont essentielles à notre vécu quotidien. Sans les forêts, nous n'avons pas la pluie. Sans les forêts, nous n'aurons pas alors le bois de chauffe, le charbon et tous ces dérivés. Mais pour avoir le bois de chauffe et le charbon et tout, il va falloir que tout cela respecte alors l'ordre donné et répond à la législation forestière. Ouais. Et c'est ce à quoi le ministre demande à tous les acteurs qui sont sur le terrain de veiller à ce que toutes les règles puissent être observées pour que voilà, il n'y ait pas de gabégie, il n'y ait pas de coupe d'arbres comme bon semble à tout le monde et que ça soit réglé entre eux par la corruption. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je pense quand même qu'au Togo, même l'illettré reconnaît qu'il y a changement climatique. Alors, tout le monde sait que les saisons ne sont plus ce que nous avons connu par le passé et que les pluies ne viennent plus à temps. Et donc, même dans les plus reculés, tout le monde parle de changement climatique. Alors, que faire pour nous protéger contre le changement climatique? C'est alors préserver notre forêt. Et notre forêt est constituée des arbres, essentiellement. Alors, ces arbres-là, est-ce qu'on doit les couper n'importe comment alors qu'il y a des gardiens de cette forêt-là qui sont alors formés, assermentés, qui sont sur le terrain? Les forestiers. Les forestiers, je voudrais dire. Alors, c'est comme si le ministre a reçu alors des comptes rendus qui ne sont pas du tout encourageants. C'est pourquoi il a tapé du poing sur la table pour que voilà, tout le monde joue bien son rôle. Parce que il y a des gens qui viennent couper les arbres et puis après ils négocient le pass avec les agents eaux et forêts et puis ils passent. Certains de nos troncs de teck et autres se retrouvent aujourd'hui dans les conteneurs pour aller dans des pays étrangers, d'autres sont exploités ici ou dans d'autres pays, alors que la réglementation alors pose un certain nombre de conditions qui doivent être respectées avant d'abord la coupe et après l'exploitation. Même là, s'il doit y avoir exportation et tout, ça doit répondre à un certain nombre de critères alors bien décrits par la loi. Maintenant, ici, personne ne respecte plus rien. Alors, nos forêts sont à la merci de tout le monde, pourvu que quand vous passez, vous donnez quelque chose aux agents des eaux et forêts, vous passez. Alors, le ministre a dit non, ça ne doit plus continuer comme ça. Maintenant, vivement, moi, ma prière est que tous ceux à qui, alors, cette note a été adressée, puissent alors prendre conscience et mettre en pratique ce pourquoi ils ont prêté serment et servir la nation avec dextérité et intégrité. Voilà. Alors, Pasteur Edo Komi, votre réaction? Oui, moi, vous savez que le ministre Kokoroko se manifeste déjà. Quelques jours après sa nomination, on le sent déjà. On voit déjà le bâton. Il a déjà levé le bâton. Il n'y aura pas de blague. Il n'y aura pas de blague. Et ça, ceux qui sont dans son département doivent le savoir. Et c'est comme ça. Donc, il se démarque déjà de son prédécesseur. Puisque s'il y a eu toute cette défaillance-là, toutes ces cacophonies, tout ce qu'on est en train de relever aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ont déjà eu la charge de ce ministère ont failli. On fait le boulot, mais pas comme cela se doit. Peut-être que le message était passé, mais pas de façon aussi officielle en comme tant ça. que responsable, quand le message est passé et que les gens ne le respectent pas, il faut passer aux actes. C'est-à-dire il faut punir les gens. Et j'ai vu les journaux dire que Kokoroko veut mettre fin à l'impunité.
C'est ça, j'ai vu les articles, beaucoup d'articles qui ont été consacrés pour ça. Alors, il faut reconnaître que le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, c'était ça avant, aujourd'hui on a ajouté beaucoup de portefeuilles, changement, la protection côtière et du changement climatique. C'est très important. Aujourd'hui, ce qui apporte beaucoup de financement, ce qui attire beaucoup de financement, c'est ça, c'est le changement climatique. Et vous voyez nos côtes maritimes, quand vous les voyez, il y a beaucoup de ces villages-là qui ont de sérieux problèmes, qui sont en train même d'être totalement, qui sont en train de disparaître. Donc il faut veiller à ce que les côtes, il faut protéger les côtes. C'est très important pour que nous puissions avoir la vie. Et donc pendant longtemps, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a été une vache à lait. Ah, donc vous voulez dire tout simplement qu'au-delà de les gens se sont sucrés. Il y a un défi qui attend. Les gens se sont sucrés et aujourd'hui c'est un défi. Et justement l'adresse du ministre aux directeurs régionaux et aux brigades et aux brigades vise au respect du code forestier. Il y a un code. Il faut respecter le code. Le ministre a constaté, a dénoncé les abus, a dénoncé la corruption, a dénoncé tout un tas de choses qui se pratiquent dans le secteur. La fixation arbitraire des amendes, la saisie opaque d'objets d'infraction et l'absence d'information des supérieurs hiérarchiques. Donc, les gens à la base, ce sont les gens à la base qui règlent le compte. Qui règlent le compte à ceux qui passent, comme les prédécesseurs viennent de le dire. Donc, les gens s'enrichissent. Parce que quand vous voyez des tas de bois qui passent, des agrumes et consorts qui passent, là, c'est de l'argent pour l'État. Mais quand les gens négocient et puis ça passe. On sait le cordon qui est devant, on sait il y a le code, le mot de passe, on le passe et vous allez voir, ça va rentrer et puis ça va sortir. Voilà, ça rentre et puis ça sort. Et l'abattement anarchique des arbres, ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit comment on l'appelle, à la déforestation. Donc c'est pourquoi il y a une politique de reboisement. Il y a une politique de reboisement. Et il faut féliciter depuis Feu Gnassingbé qui a institué quand même la journée. Ça, c'est mon papa. Donc, il a institué. Ça, les gens n'ont pas entendu. Le 1er juin comme journée de l'arbre. Et donc, je crois que c'est très important. De toutes les façons, moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose, déjà à l'entame, on sait qu'il y a la volonté de changer les choses au ministère de l'Environnement et des ressources forestières, du changement climatique, de la protection des côtes. Donc, vivement que les gens se répandent. Les gens se répandent, sinon, bientôt, il y aura vraiment de punition. C'est-à-dire, vous savez comment Kokoroko procède. Certainement, on va démettre les gens, on va les dégrader, et puis, bon, ça ne lui dit rien. Il le fait. Et s'il le fait pour notre bonheur, pour que nous puissions avoir la pluie, pour que nous puissions avoir l'air, pour que le climat puisse être préservé et que il y a la pluie et que nous ayons de l'agriculture, nous ayons beaucoup d'autres choses. Je crois que c'est une bonne chose. Ça, c'est à féliciter. Bon, on attend la suite parce que souvent, quand on vient, on a le zèle, on a le goût, on a la volonté de faire, mais si le secteur est miné, si le secteur est miné à un certain niveau, c'est difficile de changer les habitudes. Bon, mais je pense que peut-être celui qui lui a confié ce département attend un résultat, certainement, attend un résultat. Et donc, je crois qu'il a l'obligation de résultat, et tel qu'il a commencé, c'est une manière de combattre les mauvaises pratiques qui avaient cours et que les gens reviennent au respect du code forestier. Donc, bon, on attend voir ce que ça va donner. Alors, vivement que au niveau
au niveau de notre pays, nous puissions avoir, les gens puissent se conformer à cette pratique-là et qui honore l'environnement qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, puisque c'est tout ce qui nous entoure qui est cet environnement. Alors, dernière réaction, Credo, par rapport à ce sujet. Non, mais je voudrais renchérir un certain nombre de points développés par le pasteur Edo Komi. Vous savez, on parle de rappel à l'ordre. Et le rappel à l'ordre voudrait attirer l'attention sur un certain nombre de choses qui ne se passaient pas très bien. Et ce rappel à l'ordre, à travers cette circulaire, traduit une certaine volonté de rigueur, d'exemplarité et surtout de conscience professionnelle de ces agents qui sont formés, qui sont appelés à vraiment faire jouer leur partition dans l'intérêt des populations togolaises. Mais également, vous savez, ce rappel à l'ordre permet également de rendre effectif l'objectif qui est visé par le président du Conseil, à savoir arriver à l'horizon 2030 à 1 milliard d'arbres et également devoir étendre la couverture forestière actuelle à 25%. Vous savez, et également, nous jetons les grandes réflexions, les bases, mais s'il faut comprendre cette circulaire, et donc il va falloir aussi interroger un bref aperçu de l'état des lieux. Et cela nous dit, les forêts sont régulièrement, ou bien sont l'objet, ou bien font l'objet régulièrement d'une exploitation quasi illégale à une échelle avancée. On peut voir que dans nos forêts, sur le terrain, il y a des abattages illicites d'espèces naturelles, mais également on voit des champs qui sont implantés, des champs qui sont installés dans les aires protégées. Donc je crois que ce sont des pratiques que cette circulaire viserait à décourager dans l'intérêt de l'État togolais bien avant. Vous savez, chaque ministre a eu à jouer sa partition. Je ne suis pas de ceux qui penseraient que les autres n'ont pas bien fait leur travail, mais l'État, c'est une continuité et je crois que le ministre... Mais vous savez tout de même que s'il y a un ministre qui est nommé à un département, c'est pour une raison précise. Et on sait ce que Dodi Kokoroko a fait à l'université de Lomé, mais également au ministère. Non, je ne voudrais pas qu'on fasse la focalisation sur les différentes lettres de mission du ministre Kokoroko. Il a eu à jouer sa partition. Comme le disait Pasteur Edo, il a eu à jouer ses partitions. Lorsqu'il était président de l'université, il a fait ce qu'il pouvait faire. En termes de réforme et puis de résultats. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il est aujourd'hui au ministère de l'Environnement? Ouais, c'est la confiance. C'est la confiance du président du Conseil. Ce n'est pas fortuit que le président du Conseil lui ait demandé de laisser l'éducation primaire et secondaire pour aller. Parce qu'on a toujours vu on a toujours observé que avec le ministre Kokoroko, là où il y a des difficultés, lorsqu'il arrive, il essaie de... Vous en venez à ce que nous disions. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse la focalisation sur sa personne. Il est l'un des hommes qui peut également jouer sa partition. Okay. Moi, je voudrais qu'on le comprenne ainsi pour éviter certaines susceptibilités. Donc, il n'est pas le John Brie, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il est à un poste, il imprime toujours sa marque. Et nous voulons le voir réussir également au ministère de l'Environnement, comme il a réussi dans d'autres charges plus importantes. Donc, il faut beaucoup plus sensibiliser sur l'observation de cette circulaire, appeler à la conscience professionnelle de ces agents, de ces forestiers qui sont ses collaborateurs et ne pas perdre de vue cette vision du président du Conseil, c'est qu'à l'horizon 2030, qu'on puisse avoir 1 million d'arbres et qu'on puisse également étendre la couverture forestière actuelle à 25%. Ce sont des objectifs que poursuit le ministère sous Kokoroko. Alors, dernière réaction également, Kosigan Kouete, par rapport à ce signal du ministre qui lance, on peut le dire ainsi, ces réformes qu'il va apporter à travers son département. Je pense que cette circulaire n'est pas seulement adressée aux agents des eaux et aux forestiers,
c'est aussi adressé aux exploitants et à toute la population togolaise qui doivent comprendre que nous avons alors l'ultime devoir de protéger nos forêts. Parce que quand on protège nos forêts, nous protégeons aussi notre faune. Or, la faune regorge alors l'ensemble des animaux qui sont dans la brousse. Et quand quand nous n'aurons pas alors la végétation dense, quand nous n'aurons pas une bonne flore, nous n'aurons pas de faune. Or, les faunes ne servent pas seulement à manger, elles servent aussi à attirer beaucoup de sous, puisque les visiteurs, les touristes viennent visiter. Et ça ramène des devises. Ça fait fonctionner alors les hôtels, même la protection des espèces. Voilà, tous les réceptifs de nos coins vont bien travailler. Et cela va dans l'intérêt de nous-mêmes d'abord. On ne va pas seulement dire que c'est l'État, c'est d'abord nous, à la base, c'est d'abord nous. Alors protégeons nos arbres. Même ceux qui ont des arbres dans leur maison et tout, et qui les coupent à tout va, alors je pense quand même que le ministre doit aller jusqu'à demander à ce que quelqu'un qui doit abattre son arbre dans sa maison demande une autorisation. Je pense que cela existe déjà. Parce que c'est comme un enfant. Là où nous sommes en train de parler là, il y a des gens qui sont dans les forêts munis alors des lampes qui sont en train de couper. Alors comme il y a maintenant la machine à cire. Oui, c'est la machine à cire. Oui, la machine à cire. Et je crois que c'est dans ce sens que le pasteur Edo Komi a rappelé qu'il existe aujourd'hui au Togo un code forestier. Et si nous considérons l'article 2 même de ce code forestier, ça définit ce qu'on peut appeler les ressources forestières. Donc c'est tout un ensemble et les ressources forestières bien exploitées engendrent des revenus considérable pour le pays. Parce qu'il y a des transactions qui se passent également dans ce milieu, mais si les transactions-là ne sont pas bien faites, c'est des pertes pour les caisses de l'État et cela agit sur le développement de notre pays. Mais il y a selon nos informations, toute une mafia, tout un réseau qui profiterait de cette situation. Vivement que les choses reviennent à la normale et que la baguette magique du professeur Dodi Kokoroko puisse également assainir ce milieu. Il faut aussi la vulgarisation de ce code forestier, c'est très important. Effectivement. Pour que les exploitants et tous les Togolais puissent disposer de ce code pour pouvoir connaître. En français, pourquoi pas en langue maternelle? Oui, et que les radios et les télés soient mises à contribution pour que ce code soit diffusé dans une période un peu longue pour que les populations togolaises puissent savoir comment s'en prendre à une forêt ou à qui demander avant de passer à une coupure d'arbre, à qui voir avant de peut-être chercher à faire du charbon de bois, qui voit avant d'avoir accès à sa terre, qui est déjà comprise dans tout ce qu'on a défini comme forêt classée. Ouais. C'est important. Il y a des gens qui se disent des gens qui ont des terrains qui sont dans la forêt classée. Maintenant, ils ne demandent pas d'autorisation, ils se disent que c'est pour nous, et ils vont faire de la culture. Il faudrait que ce code minier leur montre la voie. Et la culture est faite de façon souvent anarchique. C'est ce que donc il faut agir sur... Naturellement, je pense que aussi, je voudrais juste dire que 30 secondes. Cette circulaire vise aussi peut-être à restaurer l'autorité de l'État dans la gestion des ressources forestières et à combattre, comme on le dit, les pratiques qui fragilisent la protection de l'environnement au Togo. Mais vivement, vous savez, quand Kokoroko il était au ministère des Enseignements primaires, il a laissé beaucoup de dégâts par rapport aux enseignants où les gens ont été licenciés. Vivement que cette fois-ci, qu'ils soient encore plus responsable et que pour sauver la situation. En tout cas, ça s'annonce intéressant avoir déjà sa première note importante. Reste à savoir si le terrain va appliquer. Alors, vous savez ce qu'il y a derrière. S'il n'y a pas le suivi, il y a les réactions. Il faut d'abord des équipes. On n'espère pas en arriver là. Voilà. On espère qu'il y aura le suivi. Des inspecteurs et tout qui doivent descendre sur le terrain, même de façon inopinée pour contrôler les différents. On espère qu'il y aura une réponse favorable donc à cette note du ministre de l'Environnement Dodi Kokoroko et on espère qu'il pourra avec son département également apporter beaucoup de réformes dans ce secteur comme il a déjà fait dans les départements où il a été
à la tête des départements où il était. Voilà. Alors on arrive quasiment au terme de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Un sujet particulier qui vous intéresse, vous l'évoquez, comme on le fait d'habitude. Moi, je voudrais juste évoquer le sujet des réserves administratives. Vous savez que depuis un certain moment, il y a 1 an que le ministre de l'Administration a fait sortir, a instruit la masse par rapport à l'occupation des ressources, des réserves administratives. C'est vrai, les réserves administratives, c'est pour l'utilité publique. Les réserves administratives sont pour l'utilité publique. Et ça, personne ne peut l'occuper illégalement. Mais ça aussi, il faut reconnaître que nous, on l'a dit, on est monté au créneau pour dire que si pendant 40 ans, pendant 50 ans, on a laissé les réserves et que les gens l'occupaient, c'est la faute à l'État. C'est la faute à l'État. L'État doit immatriculer les réserves. Si on l'avait fait, les gens ne peuvent pas l'occuper. Et aussi, les citoyens doivent savoir qu'on n'occupe pas. On n'occupe pas les réserves. Mais au même moment, au niveau de l'urbanisme et autres, il y a beaucoup de complicité. Parce qu'il y a des réserves qui ont été cassées, il y a des choses qui ont été revues. Maintenant, quand il s'agit les gens sont allés même avoir de titres fonciers. On n'aura pas le temps de l'évoquer largement. C'est un sujet très profond. Peut-être qu'on aura un thème là-dessus une fois. Monsieur Kossigan à côté. Que le gouvernement étudie cas par cas ce sujet pour ne pas faire des... Maintenant, on donne la parole à Kossigan à côté. Je voudrais inviter les services du ministère du développement à la base chargé de la jeunesse de sortir les différentes structures que ce ministère comporte et qui aident les jeunes dans les différents domaines. Et aussi la faille. Il y a beaucoup de structures qui sont dans la faille. C'est quoi? Faillage. Qui accompagnent les jeunes dans différentes structures, dans différents trucs, comme ceux qui veulent commencer par entreprendre, ceux qui veulent aller monter un projet mais qui n'ont pas d'aide et tout. Merci. Et tout ça là, les jeunes n'ont pas accès à ces informations. On risque de ne pas donner la parole à Credo Tété. Vous avez la parole pour terminer rapidement. Non, je voudrais abonder dans le même sens que le pasteur de Komi pour dire que le foncier est une bombe à retardement au Togo. Faisons très attention parce que quelqu'un ne peut pas acheter un terrain, avoir même ne serait-ce qu'un tampon habité pendant 40 ans et qu'on vienne planter un panneau pour dire c'est une réserve administrative de sortir son titre foncier. Et également inviter le président du conseil à faire le ménage dans son entourage. Merci Credo Tété, analyste politique, journaliste. Merci d'être passé dans cette émission. Merci également à Kossigan Akwete, président de son association. AJD, effectivement. Merci également au président du mouvement Martin Luther King. Alors, pasteur Edo Komi. Et merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Surtout merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Bonne suite de programme sur Nuade Info. Merci.